Yo les amis, il y a 19 ans de ça, à Barcelone était prise cette photo assez énigmatique où on voyait un jeune Lionel Messi donner le bain à un petit gamin qui s'appelait Lamine Yamal et ce jour-là quelque chose s'est produit, une sorte de transmission. En tout cas le pied gauche de celui qui était en train de se faire baigner a réussi à s'inspirer de la personne qui lui donnait le bain et nous sommes effectivement 19 ans plus tard et les deux protagonistes de la photo qu'on vient de voir seront désormais les protagonistes de la finale de la plus grande des compétitions du sport moderne, c'est-à-dire la Coupe du Monde. Et oui les amis, ce dimanche 21 h, l'Argentine de Messi affronte l'Espagne de Yamal. Un match au sommet entre le dernier champion de la Copa América face au dernier champion de l'Euro. Du coup dans cette vidéo on va évoquer les 11 probables, les dynamiques de ces deux teams et à la fin je vous donnerai évidemment mon pronostic. Avant de faire tout ça, n'oublie pas de poser ton petit like et de t'abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui me soutiennent comme ça et déjà pour commencer cette vidéo avec les enjeux de cette finale de Coupe du Monde, déjà pour l'Espagne, on peut dire qu'ils n'ont pas l'habitude de ce genre de grands moments au mondial, ce sera uniquement la deuxième finale de Coupe du Monde de leur histoire, la dernière c'était il y a 16 ans en 2010, et ce succès avec le but du très grand Iniesta en prolongation face aux Pays-Bas. Alors vous l'avez compris, les Espagnols sont en quête de leur deuxième étoile, et aussi ça pourrait faire un petit back-to-back, un enchaînement avec l'Euro 2024, de quoi amorcer une dynastie intéressante comme ils avaient fait à l'époque avec 2008 l'Euro, 2010 la Coupe du Monde et encore une fois l'Euro en 2012. Et pour terminer maintenant sur les enjeux plus individuels, en tout cas celui de Yamal, il pourrait à 19 ans déjà avoir fini le game du football international. Parce que oui, en cas de succès dimanche, ça fera pour lui déjà Euro et Coupe du Monde et sûrement Ballon d'Or, donc c'est assez cool. Maintenant passons sur les enjeux argentins. Le premier c'est bien évidemment de faire un back-to-back, de gagner 2 fois consécutivement ce trophée, quelque chose qui dans l'histoire ne s'est quasiment jamais produit, uniquement à 2 reprises. D'abord l'Italie dans les années 30 et puis le Brésil de Pelé en 58 et 62, donc ces Argentins, cette génération-là peut vraiment marquer l'histoire. Pour Messi aussi que vous avez sous les yeux, ce serait rentrer dans le panthéon du sport en général, même pas que du football, pour devenir très certainement le plus grand athlète de tous les temps, tout sport confondu. Et puis pour Scaloni, lui aussi, s'il vient chercher sa deuxième Coupe du Monde après les 2 Copa América récupérées, surtout qu'il arrive en 2018 dans une sélection qui est en reconstruction, qui est en crise, et bien si dimanche son équipe fait le taf encore une fois, il pourrait s'inscrire comme le meilleur sélectionneur de l'histoire du football. Bref, et pour terminer avec des enjeux plus individuels avant de passer au pronostic, il y a la course au Ballon d'Or où visiblement Yamal et Messi sont les grands favoris des bookmakers. Évidemment, ce sera conditionné au résultat de cette finale et aux performances individuelles, mais c'est vrai qu'en l'état, les autres favoris que sont Kane, Olise, Dembélé, peut-être Mbappé, ou même des Parisiens comme Vitinha et Kvaratskhelia, je pense qu'en gagnant la Coupe du Monde, soit Messi, soit Yamal s'assure à 90% le Ballon d'Or. Messi irait donc chercher son 9ème alors que Yamal irait chercher son premier, ce serait assez cool. Voilà pour les enjeux, maintenant passons sur le pronostic, la preview de ces deux équipes. Et pour commencer l'analyse, on va déjà débriefer les parcours à la fois des Argentins et des Espagnols, et assez paradoxalement, on pourrait dire que l'Espagne a eu un parcours difficile parce qu'elle s'est frottée à l'Autriche, le Portugal, la Belgique et la France, alors que l'Argentine a eu un parcours beaucoup plus simple sur le papier à aborder, avec Cap-Vert en 16ème, Égypte, Suisse, puis Angleterre en demi-finale. C'était un gros morceau, mais avant ça, il y a eu que des petites nations entre guillemets, mais dans la résultante, dans le résultat final, on a plutôt des Espagnols qui s'en sont sortis tranquillement, alors que les Argentins ont galéré. Ils ont dû passer par les prolongations à la fois contre le Cap-Vert et aussi contre la Suisse, alors que face à l'Angleterre et à l'Égypte, à chaque fois ils ont été menés dans les rencontres avant de retourner ça en toute fin de match. Alors que de leur côté, les Espagnols, ça a été 3-0 assez tranquille contre l'Autriche, 1-0 face au Portugal, 2-1 face à la Belgique et 2-0 face à la France. Que des matchs d'ailleurs qu'ils ont dominés de la tête et des épaules et dans lesquels ils sont jamais allés en prolongation. Et alors on a en gros des Espagnols qui sont là de manière rationnelle parce qu'ils ont tout simplement été meilleurs que leurs adversaires, alors que les Argentins sont là de manière totalement irrationnelle. C'est à la force de la volonté, des tripes, de l'expérience et des cojones qu'ils sont en finale, donc ça fait un petit peu deux profils bien différents. Et cette différence dans les profils s'exprime aussi via quelques statistiques. Ici je vous ai mis un graphe avec le nombre de buts par match et la possession moyenne pour vous exprimer déjà qu'on a deux des équipes qui ont le plus haut volume de possession. Les deux veulent avoir la balle, donc ça va être un duel de qui va réussir
réussir à mettre le pied sur ce ballon dimanche. Et ensuite, en termes de production offensive, on a quand même des Argentins qui sont à plus de 2,5 buts marqués par match, c'est assez énorme. Les Espagnols, eux, sont autour de 1,8 il me semble, mais c'est aussi compensé par la force des défenses et c'est là qu'intervient ce deuxième graphique, avec ici en abscisse le nombre de buts concédés par match et puis la possession remportée dans le dernier tiers qui exprime en gros l'efficacité défensive en abscisse et la force de ton pressing en ordonnée, pour vous montrer que l'Espagne est déjà la meilleure défense de très loin de ce tournoi, avec seulement un but encaissé dans toute la compétition. C'était face à la Belgique, c'est incroyable de se dire ça, alors qu'à l'inverse on a des Argentins qui sont ici là, qui ont pris 2 buts face à l'Égypte, 2 buts face au Cap-Vert, et qui n'ont pour l'instant fait aucun clean sheet dans leur phase éliminatoire et qui tournent en moyenne dans cette Coupe du Monde à un but encaissé par match. Rajoute aussi qu'en termes de possession remportée dans le dernier tiers, ils sont l'une des équipes les plus faibles de ce tournoi, l'une des équipes au pressing le moins efficace. C'est vrai qu'avec leur bloc médian et le fait que Alvarez et Messi, bon surtout Messi, ne font aucun effort défensif, ça nous donne une équipe qui est assez friable défensivement et ne récupère pas énormément de ballons, alors que l'Espagne c'est tout l'inverse. Et pour revenir rapidement sur le secteur défensif espagnol, quand même un grand chapeau à cette charnière centrale que sont Cubarsí et Laporte, qui sont énormes, deux joueurs très complémentaires et très très bons dans ce tournoi. Bon, faut aussi mentionner le rôle des latéraux, que ce soit Porro et Cucurella, qui sont exceptionnels, mais c'est vrai que cette charnière, moi je l'attendais pas comme l'une des meilleures du tournoi. Par exemple, j'attendais plus des Saliba ou Pamecano, aussi peut-être la charnière allemande avec Schlotterbeck, Rudiger, mais non, c'est bien Cubarsí, Laporte qui sont les meilleurs. Comme on l'a dit, c'est un seul but encaissé sur cette compétition, et même une autre stat qui est choquante, ils n'ont jamais été menés au score de cette Coupe du Monde 2026, alors que côté argentin, la dynamique est tout autre, avec cette défense Martinez et Romero, c'est un petit peu plus lent, c'est un petit peu plus friable. En contre-attaque, ils sont souvent en danger, et même le rôle des latéraux que sont Molina et Tagliafico, c'est pas des références mondiales. D'ailleurs, quand les Espagnols, eux, n'ont jamais été menés, les Argentins, eux, sont quasiment tout le temps menés au score, mais il y a quand même un facteur qu'on ne peut pas oublier, c'est cet aspect irrationnel. Ces mecs-là, cette génération, n'arrêtent pas de croire en eux-mêmes, n'arrêtent pas de se battre. Peu importe aussi l'adversité, ils ont toujours cette énergie, ils ont toujours cette croyance collective qu'ils peuvent le faire, et il semble que leur destin est quasiment déjà écrit et qu'il est irréfutable. Bon, et pour terminer vite fait avec ce comparatif argentin-espagnol et avant de passer sur les 11, il y a quand même un point commun, c'est cette capacité à la fois de l'Argentine et de l'Espagne d'être décisif, d'être clutch en fin de rencontre, de mettre ce but à la 85e, 90e minute qui vient renverser le scénario du match. Du côté argentin, on s'est déjà passé le fil de tout ce qui s'est passé avec Cap-Vert, avec Égypte récemment aussi, ce match complètement dingue face aux Anglais. Mais du côté espagnol, il y a aussi cette capacité avec certains remplaçants et notamment Merino qui coup sur coup face au Portugal et face à la Belgique est rentré en fin de match pour marquer le but de la victoire. Alors les amis, durant cette finale, il y aura peut-être un but tardif, il y aura peut-être un but qui va tout changer et rentrer dans la légende du foot. Et en plus, comme on l'a vu pendant tout le tournoi, ça peut venir du côté argentin ou espagnol. Bon les amis, passons maintenant sur les 11 probables avant de passer sur mon pronostic. Du côté de l'Espagne, il n'y a quasiment aucun doute sur les 11 joueurs qui vont démarrer la rencontre. De La Fuente a trouvé sa recette et ne risque pas de la toucher. On a Simon, Cubarsí, Porro, Laporte et Cucurella en défense. Au niveau du milieu de terrain, je pense que définitivement Rodri a retrouvé son niveau ballon d'or, mais surtout Pedri a perdu sa place au profit du parisien Fabian Ruiz qui fait une performance très très bonne à la fois contre la Belgique et contre la France. En numéro 10, on retrouve un Olmo qui fait une excellente Coupe du Monde. Sur les côtés, Yamal Baena, et puis en pointe, le buteur du penalty face à la France, Oyarzabal. Évidemment, on a là une équipe avec énormément de qualité individuelle, une équipe qui va vouloir mettre le pied sur le ballon, contrôler le tempo de la rencontre et profiter de ces deux flèches, ces joueurs très techniques sur les côtés que sont Baena et Yamal, avec aussi des incursions dans les demi-espaces de Dani Olmo et Fabian Ruiz. On retrouvera donc cette équipe d'Espagne très patiente, avec une qualité technique au-dessus de la moyenne, et qui en plus peut se reposer sur certains exploits individuels. Peut-être que Yamal va enfin se réveiller, peut-être qu'Olmo, qui est extrêmement précieux dans le jeu, va enfin débloquer son compteur, en tout cas mettre un premier but important dans une rencontre à élimination directe. Rajoute aussi la possibilité de faire rentrer des joueurs de qualité, les Pedri, Gavi, Ferran Torres, Nico Williams et surtout Mikel Merino, qui pourraient faire basculer le destin de cette finale. Pour moi, c'est assez monstrueux. Pour moi, les Espagnols sont favoris. Maintenant, pour passer sur le cas argentin, là, il y a un petit peu plus de doute sur la compo que va aligner
Scaloni, parce que oui, ils avaient démarré la compétition dans un 4-4-2 avec Almada titularisé. Finalement, ça a changé pour ce 4-4-2 losange qui a été instauré, je crois, face à l'Égypte, avec un milieu avec 4 milieux centraux de Paul Paredes, McAllister et Enzo. Mais finalement, face à l'Angleterre, on a vu un retour au 4-4-2 avec Simeone qui a été titularisé à ce rôle d'ailier droit, avec un 4-4-2 assez classique à plat, avec un McAllister un petit peu déporté sur le côté, même s'il y avait pas mal de permutations, que ce soit avec Enzo Fernandez ou avec Paredes. D'ailleurs, je pense que ce choix de système était assez intelligent de la part de Scaloni, parce que face à l'Angleterre, sur les côtés, que ce soit Gordon, épaulé en plus par Jed Spence, ou sur le côté droit, je crois que c'était Rodgers et Reece James, c'est une équipe anglaise qui est très dangereuse sur les côtés. Donc en repassant dans un 4-4-2 à plat, il avait la possibilité de doubler justement les joueurs présents sur les côtés, possibilité de faire un marquage individuel sur l'ailier et le latéral adverse, ici avec Molina, Simeone et McAllister Tagliafico. Est-ce que la même logique va être appliquée face à l'Espagne, où côté droit, Porro, Yamal est très dangereux, mais aussi côté gauche, Baena et Cucurella sont extrêmement actifs, ou est-ce que sinon, face à l'Espagne qui a un jeu très axial, il vaut mieux pas surcharger justement l'axe du terrain, avec le retour peut-être à la compo avec De Paul, Enzo, McAllister, Paredes, cette espèce de boîte au milieu qui force l'équipe adverse à jouer uniquement sur les côtés. En plus, je trouve que l'entrée de Paul face à l'Angleterre était assez bonne, assez exceptionnelle même. Une qualité de centre qui m'a vraiment surpris. Je crois que c'est lui qui fait les deux premiers centres, dont celui où il y a la tête de McAllister sur le poteau, et l'autre, je crois que c'est aussi McAllister, et il y a un super arrêt de Pickford. En tout cas, c'est deux possibilités que j'imagine, et je suis curieux de voir laquelle des deux va faire Scaloni. Si je dois parier, peut-être le retour avec celle en 4-4 de losange et De Paul titulaire. Bref, voilà, dans tous les cas, il est temps de passer sur mon pronostic. Qui sera champion du monde ce dimanche? Déjà, comme on l'a évoqué, on est sur les deux équipes de la compétition qui ont le volume de possession le plus élevé. Les deux ont cette volonté de ralentir le tempo des rencontres, prendre leur temps pour construire leurs actions et se servir aussi de cette possession comme un outil défensif. En revanche, du côté espagnol, il y a quand même un petit peu plus d'outils, d'armes, parce que l'Espagne est très capable de faire mal en contre, avec les profils de Baena, de Yamal, même les latéraux Porro, Cucurella ou un Fabian Ruiz qui s'intègre dans la ligne offensive. On est sur une équipe qui est capable, sur une récupération haute de Olmo par exemple, d'exploiter une contre-attaque, alors que l'Argentine ne le fait quasiment pas, ne joue pas les contres. Après, c'est vrai qu'avec les profils d'Alvarez, de Messi, c'est assez difficile. Également sur les dynamiques défensives, c'est le jour et la nuit, avec l'Espagne qui est la meilleure défense de la compétition et les Argentins qui ont pris au moins un but dans chacune des rencontres à élimination directe qu'ils ont eu à jouer. Par contre, si on enchaîne avec l'aspect mental, c'est vrai que l'Espagne a pour l'instant pas été menée, pas été en difficulté, à voir comment ils réagissent dans ce genre de situation, alors que les Argentins, c'est tout l'inverse. Ils ont été en galère dans tous leurs matchs, et là il y a une espèce de force collective, de croyance commune qui fait que les mecs ne vont jamais abandonner, ne vont jamais lâcher, et qu'ils sont capables de retourner quasiment n'importe quel type de situation. Donc voilà, j'ai quand même le sentiment que de manière rationnelle, l'Espagne est favorite, alors que de manière irrationnelle, les Argentins semblent être les personnages principaux de ce récit, et c'est un petit peu pour cette dernière raison que je vais croire en la bande à Messi, et que je pronostique une rencontre qui va se terminer à 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Il n'y aura pas de but en prolongation, et je vois l'Argentine s'imposer au penalty. Déjà dans le scénario initial, je vois les Espagnols ouvrir le score et puis l'Argentine égaliser, voilà, à la 80e minute, un petit peu par miracle. Une frappe aux 25 mètres de Messi ou un coup franc, je ne sais pas. Ensuite en prolongation, ça va se stabiliser, et ensuite se présentera une séance de tir au but où l'Argentine a gagné les 4 dernières séances de pénaux qu'ils ont disputées en compétition. Également, j'ai beaucoup plus confiance en Emiliano Martinez qu'en Unai Simon dans cet exercice, et donc je vois les Argentins s'imposer au penalty et récupérer leur deuxième Coupe du Monde d'affilée. Voilà, dis-moi si t'es d'accord en commentaire, et donne-moi aussi ton petit pronostic. Ça ferait que Messi rentrerait dans la légende, ça serait un récit exceptionnel, et il serait définitivement le GOAT, quasiment tout sport confondu. Voilà, c'est sur ces belles paroles que se termine cette vidéo pronostic de la finale. N'oublie pas de liker et de t'abonner avant de partir. C'était Capia, gros bisous.